Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Yes Weekend, l'émission de la CAN qui vous dit tout. Bien évidemment, on va revenir sur ce qui a fait l'actualité aujourd'hui. Le verdict du groupe A, bien sûr, avec les deux premiers qualifiés au quart de finale. On va revenir également sur le transbordement ou le petit voyage de la sélection entre la ville de Mongomo et la capitale, Malabo, avec nos envoyés spéciaux. On va commencer, bien sûr, avec l'équipe que vous avez pris l'habitude maintenant de connaître. Nordine Saadi, tout sourire, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nordine, merci d'être là. Merci, bonsoir à tout le monde. Il fait son retour, c'est Mohamed Abarkan qui est avec nous ce soir de la rédaction de Zahel. Salut Mohamed. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. En face, Alafiq Habib du journal Compétition également est avec nous. Salut Alafiq. Bonsoir. Et Jamal Rachdi de l'agence APS qui est également avec nous ce soir. Alors, messieurs, on va parler de ce groupe A. Avec déjà une grosse surprise dans ce groupe. On va revoir le tableau et les résultats de ce groupe avec la victoire surprise de la Guinée équatoriale sur le Gabon, le favori de ce tournoi éliminé. Victoire 2-0 et la République du Congo qui bat le Burkina 2-1. Le finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations qui sort dès le premier tour. Commentaires, on va voir le tableau. Et messieurs, vous pouvez aller de vos commentaires. Regardez donc, c'est qualifié. Congo et Guinée équatoriale, l'équipe du pays organisateur qui est encore là dans cette compétition. En fait, la grosse surprise, c'est bien la Guinée équatoriale. C'est bien beau que ce soit le pays organisateur, mais c'était le pays organisateur dans des conditions catastrophiques. Donc c'est l'équipe qui a été, je rappelle, éliminée au tour préliminaire, plutôt disqualifiée parce qu'ils ont fait jouer un joueur non qualifié. Ensuite, ils ont nommé un entraîneur en catastrophe, quelques jours avant le début de la CAN, 15 jours si je me rappelle. 2 semaines. Et puis ça donne ce résultat, c'est franchement un miracle pour la Guinée équatoriale. Je dirais que c'est une bonne chose pour le tournoi, comme ça quand le pays organisateur est toujours dans la course. Moi je dirais que ça va mettre encore plus de folie. La Coupe ne va pas perdre de sa popularité, c'est bien. Pour ce qui est du Congo, ce n'est pas une surprise pour moi. Claude Leroy a fait du très beau travail. Ça a permis au Congo de revenir dans la CAN après une grosse absence. C'est une belle équipe avec des joueurs, je ne dirais pas inconnus, mais qui sont de moindre importance que ceux du Burkina ou du Gabon qui jouent un peu dans les championnats professionnels. Je suis franchement ravi, content pour cette belle équipe, cette sympathique équipe, et surtout pour Claude Leroy qui est un habitué de la Coupe de la CAN. Nordine, c'est beau les surprises dans la Coupe d'Afrique. Burkina, Gabon, pour ceux qu'ils allaient passer, finalement, c'est ceux qui étaient les moins pressentis qui passent ce tour. Non, il y a quand même une différence entre la République du Congo et la Guinée. La République du Congo repose sur un travail fait, sur un entraîneur qui a préparé cette équipe, et ce n'est pas n'importe quel entraîneur. La vraie surprise, c'est un peu la Guinée équatoriale qui me rappelle un peu le Danemark à un moment donné dans une Coupe du Monde. Invité surprise. Invité surprise, qui a failli, Coupe d'Europe, qui a été très loin. Qui l'a gagné. Qui l'a gagné 10 ans. Donc, pour la Guinée, franchement, c'est une surprise. Eh ben, heureux, comme l'a dit Habib, pour l'ambiance. C'est bien qu'il persiste encore dans cette Coupe d'Afrique. Avant de terminer avec ce groupe, un commentaire de Jamal Rachdi. Moi, je pense qu'au vu de la composante du groupe, c'est vraiment deux grosses surprises. La qualification du Congo est une surprise à mon avis, et celle de la Guinée équatoriale également. Parce que le Burkina Faso, il ne faut pas oublier, c'est le dernier finaliste de la CAN, la dernière édition. Et le Gabon, c'est une équipe habituée à faire bonne figure en Coupe d'Afrique. Et elle a quand même des éléments beaucoup plus rompus
à cette compétition que la République du Congo. La République du Congo commence à se remettre un petit peu de la longue hibernation. Mais le roi reste un sorcier d'Afrique. Le roi reste quand même un entraîneur qui fait des résultats, mais le roi aussi a perdu avec la RDC. Lors de la dernière édition, il était entraîneur de la RDC, il n'a pas pu passer. Cette fois-ci, il est passé avec le Congo quand même. Mohamed, j'allais dire, une surprise dans ce groupe, ça peut être rassurant pour nous aussi, hein. Tout peut basculer. Oui et non, ça compte, Riyad. Ça peut être une surprise, ça peut être stimulant, comme par exemple, si on prend l'exemple de la Guinée équatoriale, c'est tout bénef pour cette équipe. Elle l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a été disqualifiée. Aujourd'hui, elle se retrouve deuxième et avec 2 matchs nuls et une victoire. Elle se qualifie au prochain tour. Moi, ce qui me frustre sur ce groupe, c'est que réellement, on n'a pas vu le réel niveau du Burkina Faso en finale face au Nigeria. Très bon face à l'Algérie au barrage, très bon. C'est un barragiste quand même face à l'Algérie. On allait au retour. Donc pour moi, l'élimination aujourd'hui, et de cette façon avec un point en 3 matchs, c'est peut-être cette frustration de cette sélection burkinabé. Le Gabon, ça reste aussi une surprise avec à sa tête un grand Aubameyang. Et la République du Congo, on ressent la touche du globe-trotter de son entraîneur, le sourcil blond. Et la Guinée équatoriale, je crois qu'elle a créé la surprise en se qualifiant. Elle a cru en ses capacités. Et on a vu le match aujourd'hui, ils ont sorti un grand match face au Burkina Faso. C'est toute la beauté de la CAN avec ses surprises. On va avoir le tableau. Donc, tous ces secrets. Regardez le tableau. Donc des quarts de finale. Les premiers. Donc le Congo qui jouera samedi à 17 h face au deuxième du groupe B, qui jouera demain, et puis la Guinée équatoriale à 20 h, toujours samedi, le dernier jour du mois de janvier, face au premier du groupe A. Voilà donc pour le verdict de ce groupe. On va passer maintenant à l'équipe nationale d'Algérie, je vous l'ai dit, qui s'est déplacée aujourd'hui de... Pour la précision, Guinée équatoriale qui va rencontrer le premier du groupe B. Le premier du groupe B. Voilà. Petite erreur dans l'infographie. Non, pas dans l'infographie. L'infographie, elle est juste. Non. L'infographie est... Ah, donc c'est deuxième du groupe B. Il a raison, Jamal. Deuxième du groupe B et premier du groupe B. Tout à fait. Voilà, premier du groupe B. Donc il y a eu une petite erreur sur parfait, Jamal Rajdi qui ne rate absolument rien. On est là pour ça. Voilà. C'est combien de mégapixels 16. 16 mégapixels. On va parler de l'équipe nationale, je vous l'ai dit, qui a fait le déplacement entre Mongomo et la capitale Malabo. Et cette équipe qui doit préparer son match face au Sénégal. On va d'abord écouter cette présentation de la confrontation technico-tactique et même physique signée Amine Thierman. Après une Coupe du Monde surprenante et un parcours de champion en éliminatoire de la CAN, les Verts calent en Guinée équatoriale. Nombreux sont les observateurs qui s'interrogent désormais sur les raisons qui font que l'équipe d'Algérie trouve les pires difficultés à montrer son vrai visage. La presse mondiale qualifiait l'Algérie de favori numéro 1 de la CAN 2015, grâce notamment à son trio qui fait rêver. Brahimi, Mahrez et Ferrouli, les 3 petits lutins algériens, étaient bien partis pour être les hommes les plus performants pour les Verts. Mais c'était sans compter des circonstances qui font que l'atout des Verts devient, après 2 journées de la CAN, son point faible. La force technique de Gourcuff et sa stratégie de jeu basée sur des passes courtes et la technicité de ses joueurs fait défaut. Impossible en effet de maîtriser le jeu, garder le ballon et miser sur les dribbles déroutants de Brahimi quand on affronte des équipes africaines très performantes physiquement. Qui encore, contrairement à ce que certains s'attendaient, le ballon ne circule pas du tout sur une pelouse très bosselée. Les conditions climatiques sont l'autre obstacle des Verts. Ce sont peut-être les premières conséquences de la délocalisation de la CAN du Maroc en Guinée équatoriale. Cependant, ce prétexte n'est plus valable car d'autres joueurs algériens auraient pu apporter de la puissance physique à une équipe très émoussée physiquement, chargée par des joueurs africains beaucoup plus costauds. Sur les réseaux sociaux, les supporters algériens regrettent déjà Mostafa et Gdioura. Contre 3 équipes de l'Afrique noire, on sait que c'est votre première expérience en Afrique, mais vous étiez en Ligue 1 française où vous avez certainement drivé beaucoup de joueurs africains. Et la spécialité des joueurs africains, c'est des joueurs plutôt très forts physiquement par rapport peut-être aux joueurs maghrébins qui sont plus techniques. Comment comptez-vous faire face à la force physique des adversaires africains et ça va être peut-être le second adversaire après la mauvaise qualité des pelouses?
Je crois que pour, je l'ai dit, un match est un rapport de force, chacun joue sur ses points forts, donc il faut déjà exploiter ses points forts. Donc pour nous, évidemment, ce sera la maîtrise du ballon. Et à ce titre-là, le match du Mali a été significatif, puisque notre problème majeur en première mi-temps, ça a été l'incapacité à prendre le ballon et à le remonter. Donc, et à partir de là, les Maliens, eux, ont exploité leur potentiel athlétique par des longs ballons, un jeu très direct qui nous a mis en difficulté. Donc, avant de chercher à contrarier l'adversaire sur ses points forts, il faut déjà chercher à imposer ses points forts. Et après, évidemment, aussi, si vous avez une équipe qui a un style de jeu très direct, c'est d'empêcher le départ du ballon pour qu'il n'y ait pas de problème à l'arrivée. Parce que si vous écopez tout le temps, à un moment donné, ça devient difficile. Mardi prochain, l'équipe nationale sera dans l'obligation de se transcender pour passer au prochain tour de la CAN. Christian Gourcuff doit-il changer de stratégie de jeu? Le dispositif tactique importe peu dans ce genre de match. Désormais, seuls les choix des joueurs peuvent faire la différence. Même si le match contre le Sénégal aura lieu sur une pelouse plus ou moins meilleure que celle de Mongomo et sur un terrain plus grand et spacieux, mais faudra-t-il prendre le risque de miser uniquement sur les petits lutins algériens devant des Sénégalais beaucoup plus robustes? La lenteur des défenseurs sénégalais peut en effet laisser le trio de Gourcuff se surpasser, mais chose est sûre, des Herculiens comme Soudani peuvent faire la différence. Voilà donc Amin Tirman qui se mouille un peu, des Herculéens comme Soudani. Je ne sais pas s'il faut être physique ou technique. On l'a entendu, hein, Christian Gourcuff, c'était dans le premier numéro d'Yes Weekend, c'était le 11 décembre dernier, qui lui dit « Moi, je préfère miser sur mes armes, sur la technicité. Pour l'instant, cette technicité, on ne l'a pas trop vue. C'est peut-être pour ça que le jeu de Gourcuff n'arrive pas à s'exprimer. On va le voir dans quelques instants, dans quelques images. Ses armes, c'est Forouli, c'est Brahimi, c'est parfois Mahrez, qui font la différence et qui sont déroutants et qui arrivent justement à aller vite pour que des joueurs plus costauds, plus physiques et j'allais dire plus lourdeaux, Nordin, n'arrivent pas à suivre le jeu et que le jeu de Gourcuff domine le match. Écoutez, Gourcuff n'a pas changé ses atouts. Il n'a pas changé aussi... Mais ses atouts l'ont lâché, ils ne sont pas en forme. Mais laisse-moi parler. Et c'est tout à fait normal qu'il... comment dirais-je... Je vous laisse parler. Non, c'est tout à fait normal qu'ils disent je compte sur mes atouts, je compte sur l'équipe, sur sa force de jouer. Mais voilà, c'est ça. Tous les entraîneurs. Mais la question qu'on se pose, tous, vous, nous les spécialistes et l'opinion publique, c'est pourquoi les atouts ont lâché. C'est ça le problème. Ce n'est pas le système qui a lâché, ce n'est pas lui qui a changé quelque chose. C'est comme si tu descends avec ton costard, il fait très froid dehors, tu vas mettre l'allumage de ta voiture, et ben elle cale, il n'y a rien. Tu ne sais pas pourquoi. C'est ce qui nous arrive à tous. Habib a tout le temps parlé du côté physique, il a raison, et c'est juste pourquoi avons-nous lâché physiquement? La mécanique cale? Bah oui. Oui, c'est pas la mécanique, c'est des joueurs individuellement. On va voir ces images que nous montre Mediahdel pendant que vous parlez à l'affaire. Moi, je pense que ce n'est pas un problème général. Le problème, on le rencontre au niveau, en tous les cas, pour 4 ou 5 joueurs maximum. Parmi les meilleurs joueurs, les meilleurs atouts de l'équipe algérienne. Farouli, Brahimi et Abdelghemouane Mahrez. C'est les meilleurs atouts offensifs de l'équipe algérienne. Voilà, je pense que c'est un problème physiologique. Qui a une relation avec les conditions climatiques qu'il y a là-bas et on espère que... Et l'état du terrain. Et l'état du terrain aussi, oui. Moi, je pense que... Non, mais même le coup de rein, pardon, même le coup de rein qu'on a l'habitude de voir de Brahimi, il n'existe plus, on ne le voit plus. Il n'arrive même plus à le débordement, regardez Mahrez comment il arrive à passer, sa justesse, alors qu'il ne cadrait pas, souvenez-vous, face au Ghana. Et là, c'était avec Leicester en Ligue 2, hein, avant la montée. Et... Ici, c'est mais là, c'est des billards, vous dites, bien sûr, c'est des superbes pelouses. Est-ce que Nordin, sur une belle pelouse, des techniciens comme ce trio magique pourront peut-être s'exprimer? Certainement qu'ils vont mieux s'exprimer. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème. Parce que même si la pelouse n'était pas bonne, et elle n'était pas bonne, on aurait pu voir
par intermittence les qualités que nous avons l'habitude de voir chez Ferrouli et chez Brahimi. On n'aurait pas vu le rendement habituel, c'est-à-dire sur tout le match, et parfois plus de 90 minutes. Mais ce qui nous a vraiment étonné, on l'a souvent dit ici, c'est un effondrement. C'est le mot, notamment pour Ferrouli, qui n'a pas répondu dans les deux matchs. Oui. Brahimi, un peu, le premier match. Mais c'est la question, on ne peut pas répondre maintenant. La réponse viendra avec le troisième match. Si les deux vont retrouver leur verve, leur capacité habituelle, ça voudrait dire tout simplement qu'ils étaient très très gênés par le terrain. S'ils ne la retrouvent pas, c'est qu'ils ont un problème d'ordre physique. Ils n'ont pas été bien préparés pour ce tournoi. Moi, je pensais dire, si on commence à parler de pelouse, là, Malabo n'est pas meilleur que Mongomo. Et si on parle de pelouse, on est déjà éliminé. Hein. Mais on va voir tout à l'heure avec Mohamed Boukhmia qui a foulé la pelouse aujourd'hui du stade de Malabo. On va écouter maintenant une interview exclusive sur ce match. Une interview signée à Rahim Lebour. Qui a vu le capitaine de la sélection, Majid Bouguerra, en exclusivité. Ils ont eu une discussion après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a dit sur les problèmes au sein du groupe, dans la chambre, à l'hôtel, de tout ce qu'ils ont dit. Nous avons... tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit. Voilà. C'est mieux. Restez avec nous. Interview exclusive ZRTV dans la chambre du capitaine de l'équipe nationale d'Algérie, Majid Bouguerra, juste après la pub. Retour sur le plateau de Yes Weekend. Je vous l'ai dit avant la pub, Rahim Lebour a réussi à avoir un entretien exclusif avec le capitaine des Verts qui avait fait une conférence de presse avec son coach la veille et qui avait lâché quelques mots. Il s'en est expliqué justement. On va écouter tout d'abord le capitaine de la sélection qui n'avait pas joué depuis Algérie-Allemagne, un match complet et titulaire. Algérie-Corée. Depuis Algérie-Corée. 7 mois exactement. Et là, il répond à Rahim Lebour, on l'écoute. Prochain match, une finale pour le Sénégal, pour nous, pour le Ghana, pour l'Afrique du Sud. Aucune équipe s'est qualifiée sur les deux matchs, donc ça montre que la Coupe d'Afrique est très, très, très délicate. Elle est épuisante. Une Coupe d'Afrique, c'est très épuisant. Donc là, ça fait quasiment, on dirait, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on est là. Donc tellement qu'on est dedans, enfermé avec la chaleur, les terrains et les matchs. Mais Inch'Allah, j'espère que surtout tout donner. Ne pas avoir de regrets, se lâcher parce que je sais que les supporters, si tu donnes tout, si tu joues ton jeu, si tu te lâches, même si tu te transcendes, que tu gagnes ou tu perds, ils sont toujours là. Donc transmettre ce message, se lâcher, ne pas avoir de regrets. Inch'Allah, et puis après, j'espère qu'on défilera pour la qualif en quart de finale, Inch'Allah. Un petit message pour les supporters algériens qui sont en direct avec nous. Un petit message, salam alaikum, et j'espère qu'on vous rendra heureux, parce que je me mets à votre place. Derrière un écran, c'est stressant, et je sais que quand on gagne, ça vous donne du bonheur, quand on perd, ça vous rend triste, mais on fait le maximum, Inch'Allah. Voilà donc Majid Bouguerra qui parle aux supporters. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, presque pas en Guinée. L'équipe nationale n'a pas l'habitude, messieurs, d'évoluer. Là, c'est le capitaine qui parle un peu. Limite, il s'excuse en promettant de se défoncer pour ce dernier match et passer. Mais c'est rare que l'Algérie évolue avec peu ou pas de supporters sur le terrain. C'est compliqué pour cette équipe. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de voir au moins des supporters, des visages... Non, mais face au Ghana, on sentait les supporters ghanéens. C'était... Je ne sais pas si c'est les supporters qui ont fait la différence, mais bon. Il est vrai que les joueurs algériens ont l'habitude de voir leurs supporters partout. Où ils vont. Voilà, partout ils vont. Ils se transcendent. C'est tout à fait normal. Un joueur, quand il voit un supporter dans les tribunes, il est là pour lui faire plaisir. Donc il
il sait que ce supporter ne le lâche pas. Il a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour lui. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Mais bon, là, malheureusement, on n'a pas pu envoyer de supporters. Mais bon, ça n'excuse pas tout, mais bon. Il est vrai que c'est difficile d'évoluer sans les supporters. Je vais poser la question à Nordine qui a joué en Afrique dans des terrains, je ne vais pas dire hostiles, mais il n'y avait presque pas de supporters. C'est difficile de jouer loin de ces terres en Afrique et de gagner. On jouait tout le temps sans supporters algériens. Voilà pourquoi je vous pose la question. Ce n'est que depuis Omdurman que soit en équipe nationale ou en club aussi, oui, ce que vous êtes arrivé. Ce n'est que depuis Omdurman que les supporters algériens se déplacent. Bon, c'est très bien. Cette équipe a eu la chance de les voir au Soudan, de les voir en Afrique, de les voir au Brésil même. Mais je crois qu'on est en train de payer ce que nous avons prédit ici le jour du changement d'endroit de la Coupe d'Afrique. Nous avons tous parlé ici sur le plateau que les terrains... Vous l'aviez dit, même sur Facebook, vous l'aviez dit. Bien sûr. Que Au Maroc, ça aurait été un autre football. Ah ben oui, que les terrains allaient nous manquer, parce que la stratégie de l'entraîneur, nos joueurs, le prototype de nos joueurs... La proximité du pays. Non, mais voilà, c'est la photo Maroc. Exige, exactement, enfin, oui. Exige une bonne pelouse. Donc malheureusement, ça s'est fait loin, il n'y a pas de supporters, et les pelouses ne sont pas bonnes. Les gens disent que ce n'est pas des raisons, mais moi je dis que c'est peut-être les supporters, on peut s'en passer, mais une mauvaise pelouse, on ne peut rien faire. On va continuer d'écouter Majid Bouguera qui parle donc aux Algériens et il a choisi la caméra de Zer TV en exclusivité pour s'exprimer. Là, il parle justement de cette fausse polémique, rumeur, les bruits. Je crois que ça n'a jamais pris autant d'ampleur. Elle a fait Khabib. Un tel a frappé un tel. Non, il y a eu pire que ça. Il y a eu pire que ça, vraiment. C'est devenu frottin. Mais c'est quand même énorme. Ça marche pas un petit peu. On va écouter le capitaine au micro de Rahim Lebour. Je me rappelle que quand j'ai commencé en équipe nationale, 2004, après 2004, j'ai intégré l'équipe A. 2006, on ne s'est pas qualifié en Coupe d'Afrique. 2008, on ne s'est pas qualifié en Coupe d'Afrique. Problème de locaux avec les professionnels, etc., etc. Mais quand il y a des résultats négatifs, il y a toujours des problèmes. Mais regardez, après, on a eu qualification en 2010, Coupe d'Afrique demi-finale, on s'est qualifié en Coupe du Monde, et c'est là que l'équipe est montée en puissance. Donc, faut être patient, la vie elle est comme ça. Même dans notre religion, la patience c'est important. Même pour moi, j'ai été patient 6 mois, j'ai joué contre le Ghana. Donc pour moi, dans ma tête... Tu nous as fait un super match. Merci. Mais dans ma tête, voilà, j'ai été patient. Parce que voilà, la vie c'est la patience, il faut attendre. Ta chance peut venir un jour ou l'autre. Mais il faut rester solidaire. Wallah, il faut rester solidaire avec cette équipe, il faut rester solidaire avec tout le monde, entre nos supporters. C'est vrai qu'en tant que supporter, j'y étais quand j'étais jeune. C'est frustrant de perdre, c'est frustrant d'avoir des mauvais résultats. Mais le plus important, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, si on n'a pas le résultat, il faut voir demain. Demain, on peut être encore meilleur. Donc, voilà, peut-être que certaines personnes diront, ouais... on s'en fout, on veut la victoire, mais voilà, c'est des paroles sincères. Parce que moi, j'arrête l'équipe nationale après la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, et j'ai envie que cette génération soit une grande génération sur 5-6 ans. C'est pas une génération qui va durer 1 an, c'est une génération qui va durer longtemps. Et c'est une génération très fragile, parce qu'elle n'a jamais connu l'échec. Donc c'est pour ça, dans l'échec, il faut absolument qu'on soit solidaire, les supporters, tout, la fédération, tout le monde. Parce qu'il faut voir loin, il faut pas voir aujourd'hui. Voilà. Messieurs, le message est clair. Il faut protéger ce groupe. Ce groupe est un groupe d'avenir. Il ne faut pas le casser. Et sur 1-2 matchs, on dit beaucoup de choses, alors que c'est ce qu'il a dit. Lui, il part. Après la CAN, il part. C'est des propos sensés, très sensés, qu'il lance en direction du public algérien pour lui dire qu'il faut être patient avec cette équipe et que même un échec, ce n'est pas la fin du monde. Si on est éliminé mardi, ce ne serait pas la fin du monde. Il faut être patient avec cette équipe. Elle vient de naître, cette équipe. Elle est toute nouvelle.
L'après-mondial. Les joueurs sont très jeunes, elle a une marge de progression très intéressante, très importante, sur 4-5 ans, comme l'a dit, si ce n'est pas plus. Vous avez des joueurs qui peuvent jouer jusqu'à 30, 31 ans, alors qu'ils n'ont que 21 ans maintenant. Imaginez un petit peu la marge de progression qu'il y a et l'expérience qui va être accumulée. Même si on est éliminé, je ne le souhaite pas, on souhaite tous aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique, mais même une élimination, il ne faut pas la prendre comme une catastrophe et surtout donner le temps à cet entraîneur de travailler correctement. Je pense que le moment est mal choisi pour parler de ce qui se passe, même s'il y a quoi que ce soit au sein de cette sélection, dans le vestiaire des Algériens. Je pense que c'est pas le meilleur moment d'en parler. On pouvait laisser ça juste après le match de mardi et en parler, parce que là, finalement, on a une qualification à jouer, donc tout le monde doit être solidaire. Et tout le monde n'est pas fort de caractère comme Majid. Majid vient de loin depuis 2004. Il le dit, il y avait des problèmes entre locaux, et il assume, entre locaux et joueurs professionnels. Donc moi, je trouve qu'on en fait des fois un peu trop. On parle de tout ce qui est extra-sportif, on fait ressortir ce sale linge des vestiaires. Il fallait laisser le sale linge, même s'il y a du sale linge. Il y a toujours du sale linge dans le vestiaire, mais ce qui est dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. On n'est pas sûr encore. J'allais poser la question à Chir Saadi sur justement la protection de cette équipe et également Gourcuff qui vient de travailler. Mais on va écouter d'abord Gourcuff qui parle à Rahim Lebourg justement de ces rumeurs, des choses qu'on écrit, qu'on dit ici et là, que ça ne va pas. On écoute Gourcuff et on revient. Que ce sont des mensonges, donc ça c'est toujours énervant, même si on sait qu'on est un petit peu habitué, mais c'est très préjudiciable évidemment, et en tout cas au niveau de l'ambiance, il n'y a aucun problème. C'est un groupe qui vit bien, qui est très concentré sur l'objectif. Il y a évidemment ceux qui ne jouent pas, qui sont moins heureux, mais il n'y a aucun problème, ni de discipline, ni de problème de cohabitation avec qui que ce soit. Donc ce sont des mensonges et on respecte tout le monde, mais les menteurs c'est difficile. Le groupe est toujours soudé donc alors? Oui, je crois que les joueurs sont conscients de l'enjeu mardi, ils sont conscients des bêtises, enfin en tout cas une grosse déception sur le match du Gala, parce que ça a été un scénario cruel. Il faut déjà digérer ça. Donc on a mis ça à profit aussi la journée de hier pour récupérer et physiquement et mentalement. Et puis là on va rentrer dans la phase de préparation, de concentration pour le match du Sénégal. Ce ne sera pas facile parce que c'est une bonne équipe aussi, qui est placée quasiment dans les mêmes conditions que nous, même s'ils ont un petit avantage. Mais voilà, donc il n'y a plus de calcul à faire, comme on l'a dit après le match. Et maintenant, se concentrer pour lâcher toute notre énergie mardi. Se concentrer pour tout lâcher, Nourdine Saadi, c'est la première fois que Gourcuff s'insurge contre la presse. Il a toujours été élégant, poli, il s'est retenu. Mais là, il parle d'une certaine presse, en tout cas, qui donne des informations qui ne sont pas vraies. C'est ce qu'il dit. Il traite même certains menteurs. Il dit « je respecte tout le monde, mais je ne peux pas respecter les menteurs ». Ça fait mal à un coach, surtout dans des moments aussi difficiles pour lui, des moments de vie. Bien sûr. Des moments de vie, puisqu'il a un deuil personnel. Et puis sa belle aventure avec l'équipe est compromise. C'est limite s'il n'explose pas au micro de Rahim Lebourg. Écoutez, plusieurs fois, tu me parles de ma position vis-à-vis de la presse. Mais plusieurs fois, je rectifie que nous avons aussi une bonne presse. Ce n'est pas tout le monde, il ne faut pas mouiller tout le monde. Non, mais c'est vrai. Il y a certains journaux, notamment, maintenant, il y en a qui se sont transformés aussi en télé, qui veulent vivre de ça, mais c'est le fruit de certains responsables, il y a un ou deux hommes dans tel ou tel journal ou dans telle ou telle TV qui veut absolument faire du sensationnel. Et moi, je pense que les mots sont justes. Les mensonges, parce nous avons plusieurs presses, nous avons plusieurs organes, et ben nous en avons un ici. Demande à Habib si son journal a parlé de quelque chose de problématique là-bas. Non, je le lis. Mais il y en a d'autres qui inventent. Il lit tout. Écoute, le problème, chez nous, quand on parle de la presse, on veut que celui qui défend, ou qui, comment on appelle, qui défend sa position, on lui met toute la presse sur le dos. Non, ce n'est pas toute la presse. Et nous connaissons tous quelle est la presse qui fait
et qui fait tout le temps des choses anormales. Alors, on va arrêter de parler de presse. Moi, ce que je déplore, moi, ce que je déplore, rapide, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a une mauvaise quand même communication de la part de la fédération et de la délégation tout entière. Elles ont fait beaucoup pour si peu. C'est-à-dire qu'il faut laisser couler? Exactement. Pourquoi répondre à de mauvais entraîneurs convertis en mauvais consultants ou alors à une certaine presse qui de toutes les manières va écrire ce qu'elle veut? Tu peux te raconter tout ce que tu veux, elle écrira tout ce qu'elle veut. Il y en a même qui ne sont même pas là-bas, c'est-à-dire qui racontent d'Alger à des milliers de kilomètres. Donc il faut laisser couler, ce n'est pas la première fois. Franchement, il n'y a pas eu une grosse polémique. Il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Et même lui, il le reconnaît qu'il y a des joueurs. C'est tout à fait normal, c'est une réaction normale. Moi, je suis pas d'accord. Soukout, comme on dit en arabe, je ne sais pas le dire en français. Parce qu'il y a une opinion extraordinaire qui suit le mouvement sportif et le football. On ne la trompe pas. Non, si, les jeunes, rapidement, parce qu'on doit retrouver. Moi, je pense que cette tempête dans un verre d'eau aurait pu être circonscrite, si vous voulez. Mais je déplore un petit peu le fait... Laissez couler. Comment? Non, allez-y. Je déplore seulement, j'ai vu que Gourcuff, au-delà, que cette tempête n'a pas fait... mais il est sérieusement affecté. D'abord, il est affecté par la perte d'une maman, et il est resté sur place, alors que sa mère a été enterrée. Il a été affecté après une défaite. On n'est pas encore éliminé. On n'est pas encore éliminé et on a fait tout ce boucan. Je ne suis pas d'accord. Un entraîneur, moi je me mets à sa place, il est affecté par le mensonge. Il n'est affecté ni par la défaite, ni par... Non, mais ce que j'ai dit... Il répond sur le terrain, non. Messieurs, je suis obligé de vous couper. Le débat peut continuer jusqu'à demain. On va aller donc à Malabo, où l'équipe est arrivée aujourd'hui, et on va retrouver celui qui a fait le voyage juste avant l'équipe, notre excellent Mohamed Boukhamia, assisté de l'œil, qui est Mouh Chouka. Après 45 minutes de vol depuis Mongomo, l'équipe nationale est arrivée à 16 h à Malabo, la capitale équato-guinéenne. On est à 48 heures avant le troisième et dernier match du premier tour face au Sénégal. Les joueurs ont le visage un peu fermé, ils ont du mal à avaler la pilule, à tourner la page de la dernière défaite face au Ghana, perturbé aussi, il faut le dire, par tout ce qui a été dit sur les soi-disant tensions qui existent au sein du groupe. Vous savez bien qu'après une défaite, il y a toujours des mécontents dans l'équipe. Un joueur compétiteur ne veut pas se limiter à une place sur le banc des remplaçants, mais là, ce n'est pas le problème. En revanche, une sortie prématurée de ce tournoi africain que risque l'équipe nationale serait une catastrophe pour le football national. Et c'est ce que tout le monde dans cette sélection veut éviter. À peine atterris à Malabo, les Verts se sont dirigés vers leur quartier général, l'hôtel Sofitel Sepopo. Un luxueux hôtel où est logée aussi la sélection ivoirienne qui offre toutes les conditions de préparation. À Malabo, il est vrai que l'équipe nationale est assurée d'évoluer sur une meilleure pelouse comparativement à la pelouse du stade de Mongomo, mais dans des conditions climatiques plus difficiles encore. Aujourd'hui, par exemple, le mercure a affiché 30 degrés pendant la journée avec un taux d'humidité qui a atteint les 80%. On est au stade Rebola de Sepopo pour assister à l'avant-dernière séance d'entraînement des Verts avant le match du Sénégal. Le coach national Christian Gourcuff aura une séance demain à la même heure sur cette même pelouse pour préparer sa meilleure formule, sa meilleure équipe qui peut garantir une victoire contre la sélection sénégalaise et une qualification pour le prochain tour de cette Coupe d'Afrique des Nations du stade Rebola de Sepopo. Mohamed Boukhamia et Mohamed Meliani pour Dzer TV. Voilà, donc c'était le duo Meliani-Boukhamia depuis le stade réplique d'entraînement, qui est passable, plus ou moins. On va écouter maintenant, juste après l'entraînement, Mohamed Boukhamia a réussi à faire parler celui dont on rêve du réveil depuis le début de cette compétition, Sofiane Ferrouli. Il y a 3 matchs, voilà, donc on va préparer ce troisième match comme on a préparé les 2 précédents, simplement, et on va essayer de gagner. Ouais, l'équipe, on savait avant de commencer la compétition qu'il allait avoir 3 finales à jouer. Que ça allait être difficile les 3 matchs, voilà, qu'on n'allait pas les gagner, qu'on n'allait pas faire 9 points comme ça.
Donc voilà, il nous reste un match contre le Sénégal et on va le préparer tranquillement. Et voilà, là on vient de changer de ville, on vient d'arriver aujourd'hui. Et c'est le deuxième jour, aujourd'hui on récupère, on va faire un entraînement léger et demain on va commencer à préparer ce match tranquillement. Bon, il y a plein de faits de jeu dans cette Coupe d'Afrique. On a perdu le match à la dernière seconde, je pense que c'était un match qu'on a contrôlé. Ils n'ont pas eu d'occasion durant tout le match pratiquement. Nous aussi on n'a pas créé énormément d'occasions. Voilà, ils ont eu un coup de chance, mais voilà, maintenant l'équipe va affronter ce dernier match et voilà, on a notre destin entre nos mains et à nous de gagner ce match. Alors, j'ai retenu 2 mots, coup de chance, ça c'était pour le Ghana, et on a le destin entre nos mains. Messieurs, il reste 24 heures. 24 heures pour que Gourcuff puisse faire complètement renverser la vapeur. Que peut-il se passer en 24 heures à votre avis? Je crois que Bougara a répondu. Il faut se donner à fond pour qu'il n'y ait pas de regret. Alors l'équipe qui va jouer demain va être motivée pour gagner ce match, tout simplement. On n'a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. On ne va pas calculer et attendre le résultat de l'Afrique du Sud contre le Ghana, parce que même en cas de nul, si on ne bat pas le Sénégal, il y a encore des possibilités de se qualifier. Mais je pense que demain, l'équipe algérienne devrait prendre à son compte le jeu pour essayer de s'imposer. Cette sélection algérienne n'a pas le choix, elle n'a pas une palette de choix, elle doit s'imposer parce que là, elle commence à décevoir. Depuis le match du Mali, pratiquement on n'a rien vu, une victoire à l'arraché face à l'Afrique du Sud. Le Ghana, c'était une défaite dans les ultimes minutes et c'est la défaite qui a fait beaucoup de mal à cette sélection algérienne. Et je vois pas de coup de chance dans cette sélection ghanéenne parce que c'était un but d'un revenant, Diane, qui n'a pas joué le premier match et qui a quand même pris de court, qui a pris de vitesse Karel Medjani. Et donc là, on n'a pas le choix. Donc là, on ne va pas aller jouer un match nul en attendant l'autre résultat parce que ça ne serait pas professionnel d'autre part. Il faut aller jouer et gagner cette équipe sénégalaise. Ok, c'est une très bonne équipe sénégalaise. C'est une équipe qui ne va pas se laisser faire. Ils sont leaders avec 4 points. Mais il faudrait que Gourcuff trouve la solution pour battre cette équipe. Mais messieurs, ce n'était pas vraiment ma question. Je vais la reposer à Nourdine Saadi. Ce n'est pas comment on va jouer le match. On en parlera demain. Il reste 24 heures. Que va faire Gourcuff pendant toute cette journée de lundi? Comment va-t-il préparer son équipe à l'entraînement et psychologiquement pour que cette équipe, justement, donne tout, comme l'a dit Majid Bougara, comme l'a dit Forouli à l'instant? Qu'est-ce qu'il peut faire pour changer la physionomie de jeu de son équipe? Moi, je crois qu'en termes d'entraînement, il n'y a rien à faire, sauf un petit réveil musculaire. Mais c'est psychologique? C'est beaucoup plus concentration vidéo. Il va y avoir beaucoup de visionnage vidéo obligatoire et des discussions sur individuelles. Ce que nous disons sur Forouli, sur Brahimi, il est certain que... Il va leur parler... c'est sûr, il va... individuellement? Bien sûr, il aura à faire, je pense, des réunions, une réunion individuellement. Il choisira avec qui l'ossature, les gens sur qui il compte, les atouts dont on a parlé tout à l'heure et qui sont en panne. Lui aussi les a remarqués. Il cherche la solution. Il est sûr, au fond de lui, qu'elle n'est pas physique parce qu'il a fait un bon programme. Elle ne peut être que, je ne sais pas, il va chercher la solution avec les joueurs. Il va la trouver, messieurs? Dernière question. Je crois qu'il y aura remobilisation d'abord, parce que il y a eu la défaite, elle laisse des séquelles. La petite tempête, même si tempête il n'y a pas, laisse des séquelles aussi. Donc c'est un travail qui a commencé hier. Majid Bougara a pris ses responsabilités. Il a parlé aux joueurs dits récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui ne jouaient pas. Il a encore... donc il y a le langage. Le président de la fédération a réuni les joueurs. Donc il y a mobilisation. Et à partir de demain, c'est de la concentration. C'est tout le monde qui va tirer dans le même sens.
Donc après, tout le reste c'est secondaire. Parce que effectivement, il n'y a plus rien à faire maintenant. On va pas refaire on va pas inventer une nouvelle stratégie. Faut gagner. Voilà, il faut gagner. Il faut gagner, on va rester sur ça. On se retrouvera demain à la même heure sur cette même chaîne. On vous retrouvera aux alentours de 22h20, 22h30 pour la veille de match, toujours sur Yes Weekend. On vous retrouve donc demain pour un autre numéro et Inch'Allah, la qualification au second tour. Bonsoir.